Compte en commun, une interview de Tucker Carlson pleine de théories du complot, un nouveau sport mondial pour la paix et la menace d'une guerre avec l'Iran. Bien plus que vous ne le pensez. Bienvenue à tous, de retour sur le plateau ici dans nos studios de Jérusalem avec ma merveilleuse co-animatrice Émilie Schrader. L'activiste des droits humains et journaliste Shoshana Keith Chasko, fondatrice de Komat Nashim, qui élève la voix des femmes orthodoxes, et de retour à la demande générale, Sogand Fakhari, qui n'est pas seulement actrice dans la très populaire série Téhéran, mais aussi analyste de l'Iran au Centre de Jérusalem pour les affaires étrangères. Ravie de te retrouver, Sogand. Nous avons beaucoup à aborder aujourd'hui, comme d'habitude. Mais commençons encore une fois par l'Iran, la République islamique. Et il semble qu'il y ait une sorte d'attente naïve, presque digne d'un conte de fées, qu'au milieu de ces négociations avec le diable, oui, des négociations avec le diable, d'une certaine manière, le fait que la moitié de l'armée américaine soit stationnée dans le Golfe va les faire changer d'avis, se réveiller et se dire « Oh mon Dieu, peut-être qu'il est temps de faire un compromis ». Alors écoutez simplement ce que dit Witkoff. Je ne veux pas utiliser le mot frustré. C'est presque parce qu'il comprend qu'il a plein d'alternatives. Mais c'est curieux. Il se demande pourquoi ils ne l'ont pas fait. Je ne veux pas utiliser le mot capituler, mais pourquoi ils n'ont pas capitulé? Pourquoi, sous ce genre de pression, avec la puissance maritime, la puissance navale que nous avons là-bas, pourquoi ils ne sont pas venus vers nous en disant « Nous affirmons que nous ne voulons pas d'armes ». Voici ce que nous sommes prêts à faire, mais il est difficile de les y amener. Je me demande pourquoi. Émilie, peut-être veulent-ils juste une arme nucléaire. Je ne pense pas qu'ils craignent l'escalade, ni une guerre contre leur propre peuple. Allô, ils en ont déjà lancé une l'année dernière. Vous avez tué 40 000, plus de 40 000 personnes. Je veux dire, quoi, tu penses qu'ils vont avoir peur parce que l'armée américaine va frapper? Ils veulent que leur propre peuple meure parce que ça leur permet de rester au pouvoir. C'est dégoûtant. C'est la chose la plus cynique qui existe aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'ils sont les nazis de notre époque. Sogand, tu es iranienne, tu as fait ton alia depuis l'Iran, tu fais face à ça jour et nuit. Est-ce de la naïveté ou est-ce du théâtre de négociation? Qu'en penses-tu? Je veux dire que c'est du théâtre parce qu'il n'y a aucune chance qu'on continue à voir tout ça. Des forces arrivées dans le Golfe, arrivées dans notre région. Et à chaque fois que quelqu'un dit quelque chose, quelqu'un d'autre, il y a trop de tension et trop de... comme s'ils essayaient de provoquer et de faire monter la pression. Et tout le monde essaie d'en faire plus qu'il ne devrait et d'en dire plus qu'il ne devrait. Et tout ça donne presque l'impression d'une pièce de théâtre. Et on a juste l'impression que, tu sais, et les Iraniens sont comme les meilleurs acteurs et on dit à chaque fois qu'ils sont juste des serpents. Donc, on ne peut jamais savoir. Oui, mais tu penses que Witkoff est encore naïf à ce sujet? Je veux dire, c'est lui qui est dans la salle de négociation, non? Avec Jared Kushner. Tu crois qu'il se fait encore avoir par ça? Oui. Oui, Witkoff ne connaît pas ces questions. Je veux dire, il a passé, tu sais, 1 an ou 2 avec le président Trump, mais il n'a aucune expérience là-dedans. Il ne sait rien de la situation géopolitique. Il ignore tout de la République islamique, du régime, de leur prise de pouvoir et de leur fonctionnement avant ces négociations. Tout comme il a tout gâché avec la Russie et l'Ukraine, tout comme il a tout gâché, je suis désolée, mais avec Gaza. C'est bien qu'il ait pu aider à obtenir la libération des otages, mais cela n'est pas arrivé grâce à sa solide expérience en politique étrangère. Eh bien, Je dirais qu'il a eu de la chance à cet égard à cause de la pression exercée par Trump. on a l'impression qu'il ne comprend pas vraiment l'idéologie avec laquelle il négocie. Oui. On pourrait croire que Jared Kushner comprendrait mieux l'idéologie. Je pense que Kushner est le pire. Tu penses que Kushner est le pire? Dernièrement, avec la façon dont il parle, je pense que Kushner est pire. Parce que Kushner, comme Witkoff, donne la priorité aux affaires. Et c'est une option quand tu travailles avec des acteurs rationnels. Mais comment peux-tu vraiment parler de personnes qui tuent 40 000 citoyens? Et en parlant de business, l'Iran a ajouté la semaine dernière qu'il laisserait l'Amérique utiliser son pétrole brut, vendre son pétrole. Ils essaient de soudoyer ce genre de personnes axées sur les affaires. Shoshana, comment vois-tu cela? Je trouve absurde de penser que quelqu'un qui a fait carrière en défiant l'Occident viendrait maintenant capituler devant l'Occident. Ce monsieur a plus de 80 ans.
C'est son héritage. Il dirait « Tout ce que j'ai fait ces 80 dernières années et je suis au pouvoir depuis 89 ». Je vais simplement revenir là-dessus. Et jamais, en tant que guide suprême, je ne capitulerai devant ceux que j'ai traités de diables pendant des décennies. Quoi? Quoi? Et il ne le fait pas. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Donc, le fait que l'Amérique soit même... Maintenant, encore une fois, il suffit de regarder l'histoire, n'est-ce pas? Regardez simplement l'histoire. Regardez le manuel des guerres islamiques. C'est quelque chose qu'ils font tout le temps. Oui, 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 pendant qu'ils sortent les couteaux derrière ça. Allez. Donc, pour moi, je comprends Witkoff et Kushner. Quand on est et qu'on est élevé avec des valeurs qui valorisent que la vie, qui valorisent que la construction, qui valorisent que la création, Elle valorise la prospérité. alors tu dois vraiment, vraiment travailler dur. Mettre cela de côté et se mettre dans une position où c'est exactement l'inverse, où la mort est une gloire, c'est très difficile. Et ce ne sont pas eux qui devraient négocier. Il faudrait envoyer des personnes qui comprennent vraiment cet état d'esprit, comme d'autres Irano-Américains ou des gens avertis de la situation. Et Trump, nous sommes tous assis ici, comme tu le sais, chaque soir. Je vais me coucher en pensant, Ce soir, peut-être que ce sera en juin ce soir, peut-être en juin ce soir, peut-être que c'est pour ce soir, vendredi soir, samedi soir, dimanche soir, chaque soir, on pense comme ça. Et Trump a reçu plus ou moins un délai de 10 jours. bien sûr, ceci. Le peuple iranien est très différent des dirigeants de l'Iran. Et c'est une situation très, très, très triste. Mais 32 000 personnes ont été tuées en relativement peu de temps. Ils allaient pendre 800 personnes il y a 2 semaines, certaines à des grues. J'ai beaucoup de peine pour le peuple iranien qui a vécu l'enfer. S'il vous plaît, nous devons conclure un accord significatif. Sinon, de mauvaises choses vont arriver. Donc maintenant, il se peut qu'on doive aller encore plus loin, ou peut-être pas. Peut-être qu'on va conclure un accord. Vous allez le découvrir probablement dans les 10 prochains jours. Vous savez, il a déjà dit ça en juillet, non? Souvenez-vous, ils ont 2 semaines, puis finalement, ils les ont rejoints. Aussi, hier, Witkoff a dit que nous sommes à 1 semaine d'une bombe nucléaire en Iran parce qu'ils ont atteint l'uranium à 60 %. Oui. Witkoff l'a bien dit. Il a dit quoi? Il a dit qu'il pense que la République islamique est à 1 semaine. À 1 semaine de cela. À 1 semaine. À 1 semaine? Il nous parle d'heures, là? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Disons ça. Et disons qu'ils n'ont pas de cours d'introduction à la charia et tout ça. C'est comme, d'accord, ils ont promis à Trump qu'ils allaient pas pendre des gens dans les rues. Écoutez, les gars, Mahsa Amini n'a pas été pendue dans la rue. Elle ne l'a pas été. Elle a été battue. Elle est morte sous la torture. Ils les ont torturés à mort, même s'ils ne donnent pas de peine du genre. Oh oui, ils vont mourir. Nous allons les exécuter. Non, c'est juste qu'ils Ils vont à l'hôpital, les tuent quand même. ils abattent les gens dans leur lit. Donc, eh bien, pas besoin de les pendre. Pire encore, il parle de viol et de mutilation, surtout sur des femmes, dans des conditions vraiment horribles. Horribles. Des hommes aussi. La pendaison serait préférable à ce qui se passe actuellement parce que Trump dit, eh bien, ils ne les ont pas pendus. Eh bien, je pense que ce qui distingue cela de ce qui s'est passé en juin, c'est qu'on voit clairement la posture de l'administration Trump. Qu'ils agissent ou non, il y a beaucoup de choses que nous voyons en ce moment qui sont liées à la politique américaine et à l'opposition au sein même de la faction de Trump dans le Parti républicain. Mais en juin, on ne voyait pas des gens être condamnés à mort chaque jour simplement parce qu'ils manifestaient. On ne voyait pas des gens se faire tirer dessus lors des manifestations de façon continue. On ne voyait pas des membres de famille se faire arrêter ou des gens se faire tirer dessus lors des funérailles, ni toutes ces choses qu'on voit chaque jour. Chaque jour d'attente de Donald Trump coûte des vies. Exactement. Donc 10 jours, c'est beaucoup de gens qui meurent chaque jour. Chaque jour. Et je pense que le pire, et je crois que c'est là que Donald Trump s'est piégé lui-même, parce qu'au moment où il a écrit et dit « Nous sommes derrière vous, l'aide arrive », des gens sont morts sur cette promesse. Et je pense que s'il faut reconnaître quelque chose à Donald Trump, c'est que sa parole a du poids. S'il dit quelque chose en général, il le fait. Les gens sont surpris quand il va jusqu'au bout, quand il dit quelque chose de choquant et qu'ensuite il le fait vraiment. Donc, je prie pour qu'il ne soit pas un autre Barack Obama qui avait fixé une ligne rouge en Syrie, puis a laissé des gens mourir à cause de la guerre chimique, et qu'en réalité, il agit de manière intelligente. Il fait venir, je veux dire, il y a maintenant 3 flottes ici. Tout est en place.
Je crois que la moitié de la puissance de frappe américaine est ici, si je ne me trompe pas. Je veux dire, et Israël, bien sûr. Bien sûr. Nous sommes là. Oui, vous savez ce qui tombe 10 jours après ce qu'il a dit? C'est Purim? Oh mon Dieu. Je dis ça comme ça. J'ai souvent dit que Trump est Assuérus. Non, beaucoup de gens disent ça, mais j'espérais qu'à Purim, on aurait déjà la tête d'Aman sur un bâton. Ah, C'était mon petit... ce serait comme... Ce qui signifie que si nous commencions bientôt, en une semaine tout au plus, nous pourrions avoir la tête de Khamenei au bout d'une pique. Puis tu prends 3 jours de congé. Tu sais, les Juifs feront toujours les calculs pour que ça ressemble vraiment à 10 jours. 10 jours, bah, tu retires 3, après c'est Shoshan Purim, le deuxième, pas le premier Purim. C'est vraiment un programme magnifique, vraiment magnifique. Oui, ce serait le cas. Et il en serait de même pour le désarmement du Hamas par la paix à la frontière. Maintenant, est-ce aussi un rêve, Émilie? Que se passe-t-il là-bas? Oui. C'est la fin de mon analyse. La La Land. En d'autres termes, mais c'est comme ça que je le vois. Le plus génial avec le cessez-le-feu que nous avons signé. D'accord, ramener tous les otages à la maison est déjà un miracle. On ne peut le voir autrement. Mais nous contrôlons 53 ou 58 selon la façon dont on le compte, de la bande de Gaza. Et nous n'avançons pas. Nous ne bougeons pas tant que le désarmement n'a pas commencé, ce qui signifie que nous avons maintenant pris le contrôle de la moitié de la bande de Gaza parce que, oui, ils ont perdu une guerre qu'ils ont commencée de la manière la plus brutale. Et nous ne bougeons pas. Nous ne bougeons pas. Donc la question est, s'ils doivent se désarmer, qui va s'en charger? Les soldats indonésiens qui arrivent, ils vont se faire, eh bien, J'ai entendu dire que la Norvège envoie 60 soldats, 66-0, 60 soldats. Donc ça va. ils sont très grands. Grand, blond et beau. Ça va être intéressant. Voyons s'ils peuvent vraiment désarmer le Hamas. Qui va désarmer le Hamas à part nous? Je ne sais pas. Aussi, qu'est-ce que les pro-palestiniens vont dire après? Libérer, libérer, libérer Gaza de la Norvège. J'aimerais bien voir ça. Oh mon Dieu, libérer Gaza des Vikings. Oui, Oui. Maintenant, ça, ce serait intéressant à voir. Libérer Gaza des Vikings. Mais tu sais, encore une fois, c'est le même genre de naïveté. Trump dit, le Hamas ne veut pas mourir. Regarde ça. La guerre à Gaza est terminée. C'est fini, il y a de petites flammes, le Hamas, c'est fini. Je pense qu'ils rendront leurs armes comme promis. S'ils ne le font pas, ils seront traités très durement. Ils ne veulent pas ça. Toutes ces histoires disant qu'ils n'ont pas peur de mourir. Ils m'ont dit que ce n'est pas vrai. Beaucoup disaient, ils n'ont pas peur de mourir, mais ils affirment, nous ne voulons pas mourir. Personne ne veut mourir. Encore une fois, tu parles de personnes qui se sont attachées des explosifs sur elles-mêmes et des enfants. Des enfants sont entrés dans des restaurants et des bus et se sont fait exploser. Avec qui pense-t-il avoir affaire? Des Suédois? il y a une humoriste israélienne phénoménale. À l'époque, j'ai dit, les Palestiniens veulent la paix. Mais les Palestiniens, je leur ai dit, ne veulent pas la paix. Je lui ai dit non, nous ne voulons pas. C'est-à-dire, j'ai dit comme une blague, c'est-à-dire que tu sens que ça ne va pas dans la blague. Parfois tu sens que ça ne va pas. J'ai dit dans la blague, vraiment, nous ne voulons pas, je lui ai dit. Je peux vouloir, j'ai dit, nous ne voulons pas. Je lui ai dit, nous ne voulons pas. Parfois tu sens que ça ne va pas dans la blague. Oh mon Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Parfois, les humoristes sont justes. Je dis que je veux mourir. Non, tu ne veux pas. Si tu veux, qu'est-ce qui ne va pas? C'est classique. Je sais ce qu'ils veulent et je ne les croirai pas quand ils disent vouloir mourir, sauf pour ceux du monde. Nous, on est en première ligne. Oui. Eh bien, ça a été la politique de la communauté internationale, vous savez, depuis pratiquement la nuit des temps, depuis que ce conflit a commencé. Oh, la solution à deux États, la solution à deux États. Ils parlent de la position d'Israël ou de la position de Netanyahou ou de tel ou tel membre du gouvernement. Et ils refusent la solution à deux États. Je suis désolée. Pouvez-vous me trouver ne serait-ce qu'un seul représentant palestinien qui soutient une solution à deux États? Aucun d'eux ne la soutient. Même pas un seul? Non, genre, Pourquoi cela n'est-il même pas abordé dans les médias internationaux? c'est fou, parce qu'au final, ils ne comprennent pas que ce n'est pas un conflit territorial. Exactement, c'est un conflit idéologique. Quand on ne comprend pas un problème et qu'on propose une solution, elle sera forcément mauvaise. C'est idéologique et ça va se diffuser partout dans le monde. Malheureusement, cela s'est déclenché partout, pas seulement ici.
Nous sommes en première ligne. Encore une fois, l'Iran, la République islamique, ils ne veulent pas mourir. Eh bien, ils pourraient vouloir sacrifier des millions de personnes dans le but, comme tu dis, de rester au pouvoir au nom du djihad. Et je pense que c'est ça, au fond, l'essentiel. Et en passant à quelqu'un d'autre qui travaille pour le djihad, Tucker Carlson. Tucker Carlson, comme nous l'appelons ici et ailleurs. Vous savez, il est venu en Israël très brièvement la semaine dernière pour interviewer le merveilleux ambassadeur Mike Huckabee, que nous aimons tous. Et il n'a même pas quitté l'aéroport. Et tout d'abord, on a su que l'interview ne s'était pas très bien passée pour lui quand, après l'entretien, il a inventé toute une histoire sur le fait qu'il aurait été harcelé à l'aéroport. Il n'est jamais venu en Israël auparavant. Tu as besoin d'un passeport, Tucker, tu le sais? Ils vérifient bien ton sac à cause du problème avec les terroristes. Mais d'après ce que montraient les images de surveillance, tu n'as pas du tout été maltraité. Quelqu'un a même pris un selfie avec toi et t'a fait un câlin. Donc je le savais. Cette personne devrait être renvoyée. C'est pire pour moi à l'aéroport. Moi, essaie de voyager avec ma famille. Oui. Tu es né en Iran? Non, je suis né en Iran. Oh mon Dieu, tu es né en Iran, mais je m'appelle Hassan, ma chérie. Alors, laisse-moi te dire, ce n'est pas une partie de plaisir, mais ça n'a pas d'importance parce que je sais que notre frontière nous protège des personnes qui n'ont peut-être pas les meilleures intentions. Maintenant, Tucker est arrivé en jet privé. Il était dans un salon VIP. Donc déjà, quand tu es VIP, tu ne passes pas par le circuit habituel, tu ne passes pas par le contrôle habituel. Personne ne t'embête. Personne ne t'embête. On te sert du thé pendant qu'il contrôle tes papiers. C'est tout. Tu inventes donc un mensonge. Et ensuite, tu continues à faire quelque chose de vraiment immature. Bah. On aurait dit qu'une gamine de 10 ans disait « Ouais, tu sais. » En plus, contre Mike Huckabee, c'est comme s'en prendre au Père Noël, c'est ça? Qui fait ça? Exactement. C'est un ours en peluche. N'est-ce pas? Et en plus, il a une posture et un contrôle incroyables. Il ne s'est pas énervé, il n'a pas perdu son sang-froid. Moi, j'aurais perdu le contrôle. Et je suis une personne calme, même quand je suis dans une interview hostile. Mais la façon dont il essayait de le coincer pour le faire passer pour quelqu'un de déloyal envers son propre pays, c'était tellement dégoûtant. Il y a eu un moment, et je vais vous demander, mesdames, quel a été votre moment préféré? Mais laissez-moi vous montrer mon moment préféré. C'est quand Tucker lui-même a admis qui il était. Un connard. Regardez ça. Quand je suis agacée, Je peux être méchant en interview. Et donc, il faut beaucoup de self-control pour interviewer quelqu'un comme Mike Huckabee. Pas parce que je le déteste, mais parce qu'il est difficile de lui poser des questions difficiles sans passer pour un connard, ce que je suis souvent. Nous sommes d'accord. Tuer ses citoyens, comme le fait l'Iran, est horrible. C'est horrible de tuer les citoyens de qui que ce soit. Les citoyens de qui que ce soit. Nous sommes d'accord là-dessus. Sauf que ce sont des adolescents de 14 ans travaillant pour le Hamas. Mais bon. Ça reste une tragédie. Non, c'est vrai. Désolé, je suis odieux. Tu es vraiment odieux. Je sais. Je suis vraiment un idiot. Je vais l'écrire. Tu as raison. Je l'admets. Je sais. C'est un idiot. Oh, je suis un idiot. Tout le monde le sait. Je veux dire, j'essaie vraiment. D'accord. Merci Tucker d'avoir admis ce que nous savions déjà. Émilie, quelle a été ta partie préférée de cette interview? Oh, c'est difficile parce qu'il y en avait tellement. Mais je pense que je dois dire le passage où Tucker a essayé de parler de la communauté chrétienne en Israël, qu'il avait d'ailleurs été invité à rencontrer, mais il a ignoré l'invitation et n'est même pas entré dans le pays, à part les quelques heures à l'aéroport que tu as mentionné. Il a quand même tenté de cuisiner Huckabee sur la situation des chrétiens. Et Huckabee a dit que la situation des chrétiens en Israël, à juste titre, est nettement meilleure que partout ailleurs au Moyen-Orient. C'est le seul pays du Moyen-Orient où la population chrétienne croit réellement, sauf en Iran où cela se fait clandestinement. Mais vous savez, Huckabee a commencé à parler de cela et Tucker a dit « Eh bien, il y a plus de chrétiens au Qatar qu'en Israël. » En fait, ce n'est pas vrai. Huckabee a confirmé que ce n'était pas vrai, mais il n'a pas précisé s'il s'agissait de citoyens. Maintenant, je vais vous dire où les chrétiens ne s'en sortent pas très bien. Ils ne s'en sortent pas très bien dans les pays contrôlés par les musulmans. Il n'y a presque pas de chrétiens au Qatar, par exemple, sauf ceux qui vivent dans le ghetto chrétien, qui sont les travailleurs de service. Je suis désolé, je ne veux pas me disputer. Il y a plus de chrétiens au Qatar qu'en Israël. Ce n'est pas vrai. En fait, si. Je vous renvoie à Wikipédia, monsieur l'ambassadeur. Wikipédia?
Je vous renvoie au gouvernement du Qatar et d'Israël. Ce sont des faits incontestables. Et la Jordanie... Les chiffres sont en baisse. En Syrie, les chiffres sont en baisse. Et le Liban. Je vous dis qu'il y a environ 2 fois plus de chrétiens qui vivent dans l'enclave. Ils ne sont pas des Qataris de souche. On mélange beaucoup de catégories ici. Je reconnais que je me trompe souvent. Vous venez aussi de vous tromper, il faut le reconnaître. Il y a plus de chrétiens au Qatar qu'en Israël, c'est un fait. Combien? Là, vous m'avez eu. Je ne sais pas. Je peux vérifier sur mon téléphone, mais j'y étais récemment et il y en a beaucoup plus. Enfin, bref. Il y a un peu moins d'un demi-million de chrétiens qui vivent au Qatar en tant que citoyens de seconde zone. Travail d'esclaves. Exactement. Des ouvriers esclaves. Ce sont des ouvriers et ils sont traités de façon horrible, oui. Et au-delà de ça, il n'y a absolument aucun chrétien qui soit citoyen du Qatar, contrairement à Israël, où ils sont des citoyens égaux devant la loi. Ils contribuent énormément à notre société et à notre État dans de nombreux secteurs différents, du gouvernement à l'armée, en passant par tout type de domaines, la médecine, etc. Oui. Donc, c'était vraiment scandaleux. Et ensuite, Huckabee l'a vraiment interpellé et a demandé « Eh bien, combien de chrétiens y a-t-il au Qatar ?» Et Tucker ne s'en souvenait soudainement plus, ce qui est très ironique si vous vous souvenez que lorsqu'il a interviewé le sénateur Ted Cruz, il l'a durement critiqué parce qu'il ne connaissait pas la population exacte de l'Iran. Et il parle de l'Iran, mais il ne connaît pas la population exacte. Et Tucker lui-même ne sait pas de quoi il parle, ce que nous savions déjà. Et maintenant, il l'a démontré aux yeux de tous. Il est presque, honnêtement, une caricature de lui-même. J'ai eu l'impression que c'était un petit con immature, vraiment, exactement comme il s'est décrit lui-même. Je veux dire, comment tu as vu? Oui. J'en ai regardé une partie parce que c'était tellement stupide. Je suis désolée. Nous avons une vie. Oui. Mon peuple se fait tuer. Donc, en fait, ce que j'ai préféré, c'était vraiment Tucker qui montrait son ignorance. Il voulait paraître très sûr de lui, comme s'il connaissait tout sur le Moyen-Orient et allait s'en prendre à l'ambassadeur des États-Unis. Franchement, tu viens juste de montrer à tout le monde à quel point tu es ignorant. Je ne sais pas où tu es allé étudier ni ce que tu as fait parce que franchement, tu ne m'intéresses pas. Désolée. Mais franchement, tu es venu ici, fais au moins un peu de recherche avant, connais tes chiffres, renseigne-toi un minimum. Et juste le fait que tu aies montré à tout le monde à quel point tu es ignorant. Merci pour ça. Merci pour ton ignorance. Manipulateur et haineux. Il a brièvement évoqué le commentaire sur les enfants de 14 ans, sujet principal de l'interview. Comment Israël peut-il tuer des enfants de 14 ans, membres du Hamas? C'est désagréable parce que la guerre est désagréable. Mais la réalité, c'est que, légalement, les personnes responsables, si les FDI ou l'armée américaine ou toute autre armée dans le monde tue un combattant de 14 ans, membre d'une organisation terroriste impliquée dans les combats, c'est une élimination légale. C'est malheureusement une cible légale. Et la priorité de protéger les civils contre le terrorisme de groupes comme le Hamas, bien sûr, passe avant celle de quelqu'un qui a été recruté pour devenir un terroriste actif. Mais c'est le droit international. Mais aussi, pourquoi ne condamne-t-il pas les enfants soldats? C'est vrai. Pourquoi ne condamne-t-il pas les personnes qui recrutent des enfants pour se battre? Comme beaucoup de gens condamnent ce comportement en Afrique dans de nombreuses guerres civiles, les enfants soldats sont un gros problème, tout comme le mariage des enfants. C'est autre chose. Vous parlez des pédophiles avec autant d'impunité, mais vous oubliez de mentionner tous ces pédophiles à Gaza, ces hommes mariés à des filles de 12 ans. Ça, vous n'en parlez pas. Et ma question est toujours, quelle est sa motivation? Vous savez, c'est sorti, je crois hier ou avant-hier, que lorsque Tucker est allé à la Maison-Blanche, ils lui ont essentiellement dit « Écoute mec, calme-toi avec la haine des Juifs ». Apparemment, ils ont insisté. Je ne comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas simplement ignoré ou dénoncé, mais ils l'ont pris à part. Mon fils est directeur communication de la vice-présidente. Jerry Vance, oui, donc ils l'ont pris à part et ils lui ont essentiellement dit d'arrêter avec la haine envers les Juifs. Et encore une fois, c'est ce qu'on a demandé ce week-end après cette interview. Qu'est-il arrivé à Tucker Carlson? Et je dis, eh bien, soit il a été payé par le Qatar, soit il est comme tous les antisémites qui finissent par être absorbés par l'Iran. C'est tout ce qu'il voit. Comme l'a dit Charlie Cook, cerveau en compote. Oui, c'est complètement embrouillé dans sa tête. Je veux dire, si tu regardes quelqu'un d'aussi obsédé par quelque chose, tu peux voir son cerveau essayer très fort de faire aller la flèche là où il veut qu'elle aille. Il tourne autour de la cible, ou peu importe. Je n'arrive plus à utiliser les expressions « je suis trop vieille ». Mais c'est très clair qu'il essaie juste de piéger tout le monde. Il essaie juste de dire « voilà une information que je pense connaître et je vais te la donner, puis je vais déformer tes réponses ».
Qui écoute ça? Seule une personne similaire écouterait. Exactement. Ils sont haineux. Ils sont déjà à moitié comme ça. Mais c'est le modèle en ce moment. Tu vois Megyn Kelly aller dans cette direction. Tu vois cette cruche qui était dans la commission religieuse dont personne n'a entendu parler. Personne. Et soudain, elle, tu comprends? C'est leur moyen de gagner de l'argent. Exactement, exactement. Tous ces gens, ces inconnus, ils commencent à détester Israël et les Juifs et tout à coup, ils deviennent populaires, ils décrochent un contrat, ils ont des vues, ils sont suivis. Il ne fait aucun doute qu'il reçoit de l'argent. Aucun doute. Bien sûr que non, 100%. Oui, il s'est clairement vendu au diable. Je me demande simplement ce qui va se passer, car une fois le régime islamique renversé, et honnêtement, je pense que cela arrivera tôt ou tard. C'est nécessaire. C'est ainsi que l'histoire doit évoluer. Tu sais, c'est intéressant pour moi de voir ce qui va se passer avec le Qatar parce que le Qatar a toujours joué sur plusieurs tableaux. Ils soutiennent ici, ils soutiennent là-bas. Ils soutiennent les frères musulmans djihadistes, mais aussi l'autre camp, au cas où. Je me demande ce qui va arriver au Qatar, qui partage des champs gaziers avec la République islamique. Je me demande ce qui va leur arriver. Et puis, si jamais quelque chose change, qu'est-ce qui va arriver à tous ces haineux qui étaient payés? Est-ce qu'ils vont se retrouver au chômage ou bien ils vont trouver quelqu'un d'autre? Il ne va rien se passer. La Turquie, Erdogan a peut-être des réserves d'argent. De toute façon, d'un salaud à beaucoup de salauds, passons à notre rubrique, le salaud de la semaine. D'accord, je veux dire, on a déjà parlé du pire des salauds, mais il y en a toujours plus à évoquer. Chaque semaine, de nouveaux serpents sont mis en avant pour que vous sachiez qui ils sont. Suzanne, qui est ton salaud de la semaine? Eh bien, difficile de choisir. Alors, pour moi, cette semaine, c'est le Basij universitaire, les universités Basij. Alors, parle-nous un peu d'eux pour nos avis. Donc, le Basij est un autre segment du CGRI. Ils sont simplement choisis pour préserver les valeurs de la révolution islamique, à l'intérieur de l'Iran. Donc, ils sont répartis entre les écoles, les universités. En fait, mon rôle à Téhéran était celui de membre du Basij. Donc, tu faisais partie des méchants? Oui. Dans la série. Elle a parlé de mon rôle dans Téhéran. Oui, Téhéran, la série, pas la ville. Et donc, depuis 47 ans, ils occupent l'Iran. Et ils ont en fait apporté beaucoup de bonnes choses à l'Iran. Comme quoi? Des crises? Non, je plaisante. Donc, quand vous apportez toutes sortes de crises, comme la crise économique, la crise de l'eau, la crise de la pollution de l'air et la crise de l'éducation, et waouh, merveilleux. Votre peuple, il y a un véritable avenir de l'Iran qui se bat dans les universités, les meilleures universités d'Iran. Et vous continuez à louer Allah pour rien, pour avoir tué leurs frères et sœurs. Pas vos frères et sœurs parce que vous êtes des ordures. Vous êtes simplement contre tout ce qui justifie la vie, le bonheur et les vraies valeurs d'une bonne existence. Sont-ils comparables à la police de la pensée dans les universités? Oui. Comme s'ils entraient et leur disaient ce qu'ils peuvent. Exactement. Ils disent, oui, porte ton hijab ou fais ceci ou fais cela, et tu les vois frapper des gens qui se battent pour un avenir. Alors merci. Ils essaient de, laissez-moi vous annoncer la nouvelle, ils essaient de libérer un pays que vous avez détruit. Alors écartez-vous ou taisez-vous simplement. Oh mon Dieu! Eh bien, on savait que toute l'infrastructure de la République islamique était composée de crapules, mais ils ont un groupe dédié de crapules rien que pour les universités et les écoles. Eh bien, c'est nouveau pour moi. Merci de les avoir mis en lumière. Émilie, qui est ta crapule cette semaine? Oh, ma crapule est un membre du Congrès, Thomas Massie. C'est une crapule de longue date, avec de nombreuses années de crapulerie. Mais cette semaine, il défend une résolution contre l'aide au peuple iranien, coparrainée avec Ro-Khanna, un autre membre du Congrès. Mais la raison pour laquelle c'est une crapule va bien au-delà de cette résolution qu'il propose aujourd'hui. Il a voté contre le financement du dôme de fer. Il a voté contre la qualification du BDS comme étant antisémite. Il a voté contre l'enseignement de l'Holocauste. Il a comparé l'Holocauste aux réglementations liées au Covid. Il est absolument et complètement obsédé par l'AIPAC, comme beaucoup d'antisémites le sont. Nous l'avons vu retweeter des mèmes antisémites et en publier lui-même. L'un d'eux en particulier sous-entend qu'être sioniste serait d'une certaine manière incompatible ou contraire au fait d'être un Américain patriote, ce qui est bien sûr faux.
Et il est également soutenu par le NIAC, qui est en fait le lobby de facto de la République islamique d'Iran à Washington. Il bénéficie de leur soutien depuis un moment. Mais l'essentiel aujourd'hui, c'est qu'il a bâti toute une carrière. En réalité, c'est un républicain. Le seul républicain antisémite. Mais maintenant que Marjorie Taylor Greene est partie... Exactement. Mais ce qui me frappe vraiment, c'est qu'il a construit toute sa carrière sur le fait d'être un constitutionnaliste et de défendre la liberté d'expression et de mettre en avant l'intérêt des Américains avant tout. C'est toute sa justification pour son idéologie. Il insiste sur la liberté d'expression. Cependant, quand je l'ai critiqué sur les réseaux sociaux, il m'a en fait bloqué. Ce qui non seulement ne donne pas une bonne image, car pourquoi bloquer quelqu'un alors que vous êtes membre du Congrès, mais en plus c'est en réalité illégal puisque je suis une citoyenne américaine. Donc je vais poursuivre cela légalement. J'ai déjà envoyé un avertissement juridique à votre bureau et j'espère que cela réglera le problème. Sinon, aucun problème pour avancer avec cela car en tant que membre du Congrès, vous savez qu'il y a un précédent juridique pour de tels cas. Donc, je vous suggère de me débloquer et d'arrêter de violer mon droit constitutionnel à la liberté d'expression. Oh mon Dieu, Émilie, qu'est-ce que tu lui as fait pour qu'il te bloque? Il est juste fragile. Il joue ce jeu-là. Il est très fragile pour la liberté d'expression, sauf si tu n'es pas d'accord avec lui. Il est vraiment, ces gens sont tellement susceptibles. Oui, c'est vrai. C'est incroyable à quel point les serpents sont tellement susceptibles. C'est vrai. Ils se vexent si facilement. Eh bien, tu as raison à propos de Marjorie Taylor Greene. Quelqu'un doit retirer son dossier douteux. Et ce type a été, oui, maintenant nommé. Je crois que j'ai lu quelque part qu'il est aussi financé par le Qatar. Boum, je ne sais pas s'il y a des preuves. Je laisse ça. Mais je ne serais pas surprise. Oui, quelqu'un a dit que le lobby qatari, comme nous le savons, a dépensé des milliards et des milliards de dollars au Congrès américain. Et je crois avoir lu quelque part qu'il aurait aussi accepté de l'argent de leur part. Donc, waouh, quel personnage, quel sale type. Et oui, tu t'es attaqué à la mauvaise fille, Thomas Massie. D'accord, Shoshana, qui est ton sale type? Avant de révéler mon sale type, je dois corriger un point de la semaine dernière. D'accord. Parce que beaucoup d'entre vous, et je suis tellement heureuse que vous écoutiez ce que nous avons à dire, Oui. beaucoup d'entre vous ont mentionné que j'avais tort lorsque j'ai dit que les MGF étaient légales au Royaume-Uni. Vous avez raison, ce n'est pas légal au Royaume-Uni. Malheureusement, je vais simplement citer un extrait de l'un des emails reçus. Ayant travaillé dans le NHS, je sais que ce n'est pas légal. Toutefois, il existe la saison de l'excision. On appelle cela la saison de l'excision. C'est absolument terrifiant. Certaines personnes le font dans des villes clés, d'autres partent à l'étranger pendant les vacances d'été. Je voulais préciser que même si le Royaume-Uni est perdu, il vaudrait mieux dire que cela arrive, mais que ce n'est pas légal. Donc, je me suis corrigée. Ce n'est pas légal, mais ça arrive. C'est exact. Oui. Je voulais juste le préciser avant de passer à mon sale type très méritant de la semaine. D'accord. Alors, ce type, Mario Nofal, il semblerait qu'il soit un ancien comptable. Je ne sais pas d'où il vient. Il y a quelques années, je crois que c'était autour du 7 octobre que j'ai commencé à le remarquer, et il parlait tout le temps de Gaza et d'Israël. Et il m'invitait, moi et d'autres personnes, à venir participer à ces conversations. J'ai oublié comment ça s'appelle sur X pour parler. Et en fait, tu attends vraiment longtemps. Pendant que tu écoutes des gens critiquer Israël, et tu te dis « j'aimerais dire quelque chose, j'aimerais réfuter ça », mais ils ne te donnent jamais vraiment la parole. À chaque fois, je demande, puis je me dis « arrête, tu ne veux pas vraiment entendre les Israéliens, tu veux juste faire la propagande du Hamas ». Et tu sais, parfois, il a des choses intéressantes à dire, mais ce matin ou hier, j'ai vu mon ex-sale type, Max Blumenthal, Publie des tweets, c'est mon ex-sale type. C'est fou, oui, c'est mon ex-voyou, il est genre, tu sais, c'est mon harceleur. Il est complètement fou. Je dois juste dire que le 15 janvier, un tremblement de terre de magnitude 4,2 a frappé juste à côté de la centrale nucléaire de Dimona en Israël. Il était très superficiel, a duré 1,5 secondes et a coïncidé exactement avec un exercice national d'urgence prévu. Avez-vous eu une urgence nationale? Quelqu'un ici en a eu une? D'accord. Israël ne signera pas le traité de non-prolifération, refuse les inspections et les missiles Jericho peuvent atteindre la majeure partie du monde habitable. Max publie ce tweet, mais personne ne se demande pourquoi Israël a des missiles pouvant atteindre presque tout le monde. Pourquoi poses-tu ces questions? Tucker, pourquoi tu ne les poses pas? Je fais juste que poser la question. Toi, t'es juste là, genre, ouais. Je pose juste une question. Je pose juste la question. Genre, où est ta mère en ce moment? Je te pose juste une question. Je pose juste une question. Tu penses que tu as des demi-frères ou demi-sœurs quelque part? Je pose juste une question. Toi, tu ne poses pas de questions. Tu dis juste des trucs ridicules, non?
Alors ce gars te pose des questions sur tes cousins. Oui, il pose juste des questions. Quelqu'un pensait qu'il posait des questions. Les bourras, donc dans cette partie, Pose juste une question. Pourquoi les gens posent-ils plus de questions à ce sujet? C'est vraiment un appât pour un poisson. J'aime. Pourquoi me poser plus de questions? Donc, il cite vraiment Max Blumenthal comme s'il était une véritable source d'information. Puis, il utilise ces graphiques du monde montrant où les missiles israéliens peuvent frapper. Je me dis juste, mec, c'est le dernier clou dans ton cercueil, même pour ce qui restait de ta réputation. oh, on voit. Je sais, mais qui est ce type? J'ai reçu un truc l'année dernière aussi, un email. Voulez-vous faire partie de... Et j'ai dit, d'accord, j'ai regardé. Il a beaucoup de followers. J'ai dit, OK. Et puis tout à coup, plus rien. Il pensait sûrement que j'étais de son côté dans le débat, puis il a vu que non. Ensuite, ils n'en ont plus voulu. Et il t'ignore. Oh mon Dieu, quelle perdante. C'est aussi une question vraiment stupide à poser parce que, pourquoi Israël aurait-il des missiles capables d'aller très loin? Pourquoi? Je n'en ai aucune idée. Parce que nos ennemis sont très loin. Parce que nos ennemis sont dispersés. Oui, exactement. Et pourtant, personne ne s'en inquiète parce qu'ils savent que nous sommes responsables et que nous n'avons pas de pulsion suicidaire ou génocidaire. C'est ça l'essentiel. Mais oui, ces gens-là... Il y a eu un tremblement de terre et un exercice national. Oh, nous n'avons pas entendu. Tu poses ces questions. Oui, nous n'en avons pas entendu parler. Bref, eh bien, mon salaud de la semaine revient à un salaud qui revient sans cesse. Mais cette fois, c'est une personne bien particulière dans cette catégorie de salauds. Et il s'agit de Jeremy Bowen, qui est le plus salaud des journalistes de la BBC quand il s'agit de cette région. Et la raison pour laquelle je parle de lui maintenant, même si cela continue depuis 2009, c'est que même son propre conseil de la BBC lui a dit qu'il n'avait pas fait son travail de journaliste et qu'il avait causé des inexactitudes dans le journalisme. Cela concerne Israël en 2009. Ils se sont plaints d'inexactitudes et d'un manque d'impartialité. J'en parle maintenant car le Financial Times vient de publier un bel article de complaisance sur lui, soulignant son intransigeance. Et il va dire la vérité, quoi qu'il arrive. Un article totalement élogieux. Beaucoup de personnes intelligentes au Royaume-Uni ont écrit et se sont demandé « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Je veux dire, il ne fait pas son travail. Et le Financial Times non plus. Parce que cet homme est vraiment quelqu'un qui est tellement partial contre Israël. C'est ridicule. Passons en revue tout ça. Il prend les chiffres du Hamas, bien sûr, et il dit toujours que ce sont des chiffres exacts. Il ne donne pas le même espace à l'opposition iranienne. Il dit, eh bien, nous ne pouvons pas vérifier ces chiffres. Nous ne pouvons pas vérifier ces chiffres de manière indépendante. Il n'a aucun problème à citer les chiffres du Hamas. C'est lui qui a été le premier à rapporter l'histoire de l'hôpital et à dire qu'Israël avait rasé un hôpital. Au final, c'était une roquette du Hamas qui est tombée sur le parking de l'hôpital et qui a tué 5 personnes. Bien sûr, cela n'a rien à voir avec Israël. Il est entré dans une maison israélienne privée qui avait été attaquée le 7 octobre sans avoir obtenu la permission de la famille. Waouh! Eh bien, je n'ai pas compris cela. Et cela s'est produit? Il a mené une équipe de la BBC dans une maison privée sans permission. La BBC s'est excusée et a versé une compensation. C'est bien Jeremy Bowen. Et il enfreint constamment ces soi-disant normes d'impartialité que la plupart des gens à la BBC enfreignent tout le temps. Et bien sûr, il est constamment accusé par la communauté juive de ce type de parti pris. Il ne l'admettra pas. Il est obsédé par Israël, ignore l'Iran et prend complètement le parti du Hamas à chaque fois. Ensuite, le Financial Times publie un article sur le courage incroyable de ce journaliste. Donc, je veux juste rappeler à tout le monde que Jeremy Bowen de la BBC est un salaud et c'est mon salaud de la semaine. Très bien, mesdames. Et maintenant, pour purifier nos âmes avec de bonnes ondes, passons aux héros de la semaine. Et il y a chaque semaine beaucoup de héros. Alors, Sogand Fakhari, qui est ton héros cette semaine? Oui. Désolée, ce n'est pas vraiment une bonne ambiance, mais nous allons en voir le bon côté. Mon héroïne de la semaine doit être Dana Eden, la productrice de la série Tehran. Et je ne parle pas de moi, je ne vais pas parler du fait que j'y sois actrice, même si j'en ai beaucoup parlé la semaine dernière. Je vais parler des gens d'Iran à ce sujet. Quand la terrible nouvelle de son décès est tombée,
J'ai reçu de nombreux messages d'Iraniens disant que, vous savez, les Iraniens apprécient l'art à travers la musique, les chansons, les paroles, les poèmes, à travers through les images et tout ce que vous pouvez imaginer. L'art persan est un monde tellement riche. Et quand cet art se présente sous la forme d'une série, une série israélienne qui parle des sujets iraniens, c'est tout ce dont j'ai toujours rêvé. À 15 ans, je me souviens de moi allongée dans mon lit, regardant le plafond et je me disais, Dieu, s'il te plaît, aide-moi à trouver un moyen d'être un pont, comme ce lien entre les Iraniens et les Israéliens, et de montrer comment nous pouvons tous être unis, et à quel point les Israéliens ressemblent aux Iraniens, et les Iraniens ressemblent aux Israéliens. Et cet amour incroyable entre les deux nations est indéniable. Et elle l'a fait avec tellement de courage. Elle a permis à la série de remporter un Emmy. Elle y croyait. Elle croyait en chacun de nous, les acteurs. Et c'est elle qui a donné vie à Tehran et qui a fait connaître Tehran au grand public, à Apple, au monde occidental. Et c'est un excellent exemple. Et je veux juste dire qu'elle est mon héroïne depuis mes 17 ans jusqu'à aujourd'hui. Et elle restera à jamais une héroïne. Et quelle tragédie. Tu sais, Sogand, est-ce que ça t'a été largement vu en Iran? Oui, vraiment. Tous ceux que je connais en a un. Ils demandaient « Comment savait-il autant ?» Non, c'est fou, c'est comme l'art qui imite la vie. Et les gens pensent vraiment que j'ai un cousin au Mossad. Ce n'est pas le cas. Oh, ma chérie, tout le monde a un cousin. Tout le monde dit encore un autre. On ne le sait tout simplement pas. On ne sait tout simplement pas. Tant qu'ils ne pensent pas que tu es un Basij. Exactement. Porte fièrement ce hijab pour le maudire plus tard. Eh bien, écoute, c'était juste tragique de se réveiller ce matin-là et d'apprendre qu'elle avait perdu la vie. Elle a mis fin à ses jours pour elle. On se souviendra d'elle pour son travail vraiment, vraiment remarquable en tant que productrice et artiste. J'espère que quelqu'un poursuivra son héritage. Merci beaucoup. Shula le fera. Merci de me l'avoir rappelé. Shula Segal le fera. Elle le fera. Elle est la coproductrice de... C'est incroyable. Merci, Sogand. C'est une personne importante à mettre en avant. Émilie, qui est ton héroïne? Donc, mon héroïne est en fait un peu liée à mon salaud. J'ai mentionné la résolution qui est proposée par la représentante Massé et aussi la représentante Rokana. Cette semaine, il y a eu une assemblée publique dans la circonscription de Rokana. Et il y avait une jeune iranienne-américaine de 17 ans, très courageuse, qui l'a interpellée avec une question presque en larmes à propos de la situation. Et sa politique, franchement, vraiment nulle concernant la République islamique. Regardons cela. Vous dites que vous ne voulez pas que les États-Unis s'engagent dans une nouvelle guerre au Moyen-Orient. Mais ce que nous essayons de souligner ici, c'est que des frappes ciblées sur des installations militaires, des bases du CGRI, ce genre de choses. Jusqu'à présent. Frappe militaire, frappe ciblée. Et c'est ce que les gens en Iran demandent. J'ai de la famille en Iran qui ne demande qu'une chose, que quelque chose se passe. Quand il s'agit de cibler un régime qui tue sans arrêt des enfants de 3 ans, depuis 47 ans maintenant, où est l'obstacle? S'il vous plaît, dites-moi, monsieur le député, car moi et tous les Irano-Américains présents ne comprenons tout simplement pas cela. J'entends parler de ces récompenses auprès des jeunes en Iran. J'ai parlé des immenses bâtiments iraniens. Je ne me fais aucune illusion que ce soit autre chose qu'un régime maléfique. Je n'ai aucune sympathie pour le régime iranien. J'ai beaucoup de sympathie pour les manifestants en Iran. Qu'est-ce qui va être affecté? La dernière fois, je riais en Iran. De toute évidence, ça n'a pas marché parce que nous sommes dans cette situation. Oui. C'est vraiment rien. J'adore ça. J'aime surtout la réaction du public. C'était sa circonscription, une réunion publique dans le nord de la Californie. Il y a une grande communauté iranienne là-bas. Et vous voyez comment ils ont réagi. Mais vous savez, l'idée de simplement faire semblant en tant que membre du Congrès. Donc, eh bien, oui, je n'ai pas de sympathie pour eux. Je vais proposer une résolution pour que nous n'apportions aucune aide militaire au peuple iranien. Cette jeune fille de 17 ans, Tara,
vraiment courageuse et mon héroïne de la semaine. Et je suis sûre que pour beaucoup d'autres personnes dans cette salle, ainsi que pour la communauté iranienne, elle a fait preuve de courage en posant cette question, en s'exprimant et en soulignant l'hypocrisie de tant de dirigeants aujourd'hui, y compris certains membres du Congrès américain, comme Massé, comme Rokana, ici dans cette vidéo. Continue ce que tu fais et nous continuerons à relayer ta voix et à sensibiliser autant que possible. Elle a 17 ans. Tu vois? Quelle éloquence, quel courage. Imaginez, elle n'a que 17 ans. Les immigrés comprennent toujours. Oh oui. Les enfants d'immigrés ou ceux qui ont aussi été immigrés à un jeune âge. Donc je me dis, quelle intelligence, quelle maîtrise, quelle éloquence. Et en même temps, elle pleure parce qu'elle comprend ce qui est en jeu. Quand cet idiot, puis il monte là-haut et il dit, vous savez, oh, je comprends la douleur, vraiment, c'est pour ça que tu veux le bloquer. Donald Trump et aussi a fait pareil. Oh, je me suis opposée à la guerre en Iran à cause de Trump. Franchement, arrête avec Donald Trump, ce n'est pas le problème. Et une opinion qui n'a rien à voir avec Donald Trump. Quelles sont tes valeurs? Oh mon Dieu, parle-nous d'un héros formidable, formidable, Shoshana. Oh, mon héros colle vraiment au thème aujourd'hui. Mike Huckabee. Ouais, tu es mon héros parce que j'aurais vraiment perdu mon sang-froid si Tucker Carlson m'avait posé ces questions. Et je n'ai pas regardé toute la vidéo parce que je ne pouvais pas regarder toute la vidéo. Mais à un certain moment, quand Tucker parle du fait que ce sont les fils d'Abraham qui sont censés hériter de la terre, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, mais Netanyahou et sa famille sont nés, je ne me souviens plus de ce qu'il a dit, quelque part en Europe de l'Est. Donc nous n'avons aucune preuve qu'ils aient jamais été originaires du Moyen-Orient. Alors pourquoi devrait-il? Et c'est un peu mon... C'est juste qu'il est là, il ne peut pas suivre ce que tu dis. Je n'arrive pas à comprendre ce que tu dis. C'est vraiment ce qu'il faut dire quand quelqu'un te raconte n'importe quoi. Et tu dois juste le regarder et dire « Ouais, tu ne dis rien qui ait du sens. C'est mon préféré. » Mon passage préféré, c'est Indiana Jones quand il affronte un gars au marché qui agite son épée et Indiana Jones sort juste son pistolet. Il est genre « Hey, c'est fini, c'est terminé. » Tu te dis « Voilà comment on gagne une dispute parce que tu es juste idiot. » Mais ensuite, à son crédit, il continue vraiment sur Mike Huckabee, il continue l'ambassadeur, il continue sur X et il dit « Laissez-moi juste, pour ceux qui regardaient vraiment ça et qui ont besoin d'un peu plus d'explications, il a dit « Quand je me suis assis avec Tucker Carlson mercredi, je m'attendais à une conversation réfléchie. » Oh mon Dieu, c'était la première faute. Et qu'il poserait des questions et me donnerait l'occasion de vraiment répondre, tout comme il l'a fait avec le petit sympathisant nazi Nick Fuentes, ou le gars qui pensait qu'Hitler était le gentil et Churchill le méchant. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était une longue série de questions où il semblait insinuer que les Juifs d'aujourd'hui ne sont pas vraiment les mêmes personnes que les Juifs de la Bible. Je ne m'y attendais pas pour une bonne raison, dit l'ambassadeur. Il s'avère que je n'ai jamais rencontré cette théorie que Tucker avance, parce qu'elle provient de certains des recoins les plus sombres d'Internet et des réseaux sociaux. Je crois qu'il faut prendre le temps d'informer Tucker et ceux influencés par cette théorie du complot, tout comme je l'ai été cette semaine. Je partage ces informations car elles ont servi d'arme à des personnes mal intentionnées pour délégitimer les Juifs et effacer leur histoire. Cette idée s'est répandue dans les années 80 et 90 avec David Duke, le Ku Klux Klan et les néo-nazis. Donc, il n'était pas préparé aux absurdités que Tucker racontait. Mais ensuite, il a dit, vous savez, mais maintenant que j'ai presque légitimé ces absurdités simplement en étant dans la pièce, ce n'est pas de sa faute. Il dit ensuite, et maintenant, sans être interrompu par un cinglé, je vais expliquer pourquoi c'est absurde. Et j'apprécie vraiment qu'il ait saisi l'occasion et pris le temps de dire, d'accord, la folie était là. J'ai fait partie de la folie. Je vais maintenant m'exprimer sur ma plateforme, là où je peux parler à mon public. C'est mon héros de la semaine. C'est vraiment un héros méritant, car il a accepté l'interview en connaissant les pièges et ces théories absurdes qui sont hélas devenues très populaires. Il savait qu'on ne pouvait pas gagner. Alors, est-ce qu'ils sont vraiment les Juifs? Mais ils ont aussi tué le Christ. Qu'est-ce que c'est? Tu vois? Non seulement cela, mais il semble qu'Hitler comprenait bien qui étaient les Juifs. Oui. Maintenant, soudainement, des néo-nazis et Tucker Carlson affirment que les Juifs ignorent qui ils sont. Genre, oui. Et ils veulent que tu définisses. Et ils veulent demander de faire des tests ADN pour voir qui est un vrai Juif. Des tests ADN. Oh, eugénique. Comment ça s'appelait, ce qu'ils faisaient? L'eugénisme. L'eugénisme. Oui, c'est aussi nazi, Tucker. De toute façon, je l'ai trouvé tellement posé. Ouais. Tellement classe, ouais. Face à un fou. Face à un enfant fou. Et j'ai trouvé qu'il avait aussi très bien terminé.
J'ai trouvé que c'était une excellente journée et interview. Je doute que Tucker aurait inventé toute cette histoire de ce qu'ils m'ont fait en Israël si l'entretien s'était mieux passé pour lui. C'est ainsi que je l'interprète. Donc bravo à l'ambassadeur Mike Huckabee, que nous adorons tous et qui est toujours notre héros. Donc, même si je ne suis vraiment pas du tout une fan de sport, je dois mentionner 2 jeunes hommes qui sont nos héros cette semaine. L'un d'eux est un jeune Israélien, un garçon qui s'appelle, j'adore son nom, Ahavat Hashem Gordon. Il se fait appeler Golden Boy MMA, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. C'est en gros frappé avec tous ses membres. Et il s'avère qu'il a remporté le championnat, mais il a affronté un Turc qui était très antisémite, anti-Israël, et il disait « Je vais t'avoir ». Et lui, il répondait « Tu ne m'auras pas ». Et à la fin, il l'a eu. Et Ahavat Hashem Gordon a gagné et a remercié son pays. Il a mentionné son ami qui est décédé il y a quelques mois. Et grâce à Dieu, ce garçon est un si beau sioniste. C'est un garçon religieux. Oui, c'était dans la catégorie des juniors et il a remporté toutes les compétitions. Il a grandi dans une ferme à Shiloh. Wow! Tu sais, il a été scolarisé à la maison. Il a environ 7 frères et sœurs. Il a été scolarisé à la maison. Il vient d'un milieu ethnique très diversifié, d'une famille juive religieuse. Je crois qu'il a aussi des origines philippines dans sa famille. Quoi qu'il en soit, ce garçon a gagné et a rendu Israël tellement fier. Et le deuxième héros de cette semaine était Jack Hughes, qui a marqué le dernier but olympique au hockey hier encore. Je ne suis pas du tout une fan de sport ni une amatrice. Mais ce garçon, et la photo la plus emblématique, la voici. C'est ce garçon incroyable qui a marqué le but final et a perdu une dent. D'accord, il saigne, il lui manque une dent. Il a 19 ans, il a perdu une dent. Et le drapeau américain. Il monte et dit « L'Amérique est le meilleur pays du monde ». Maintenant, pour moi, le contraste entre ce garçon, qui est juif d'ailleurs, et ces idiots au début des Jeux olympiques d'hiver qui disaient « Oh, j'ai honte d'être américain ». Et puis ce garçon juif leur donne une leçon à tous et montre qu'il est le plus grand patriote, alors qu'on doit faire face à des ordures comme Tucker Carlson qui essaie de faire croire au public américain que les Juifs ne sont pas vraiment loyaux envers leur pays. Et ensuite, le joueur le plus loyal et le plus brillant de tous les Jeux olympiques d'hiver, c'est vraiment une belle boucle qui se referme. Il se trouve que c'est un garçon juif qui a eu sa bar mitzvah et pourtant, c'était l'Américain le plus fier qui a remporté cette médaille à mes yeux. C'est merveilleux, magnifique. Et cela montre que les Juifs, dans chaque pays où nous vivons, nous sommes des citoyens loyaux de ce pays. Nous sommes des citoyens fiers et loyaux de ce pays. Et on peut essayer de nous accuser de double loyauté, mais il n'y a aucune contradiction. Et ce garçon, Jack Hughes, vient de le prouver à tous ceux qui nous détestent. Donc, pour cette raison, Ahavat Hashem, j'adore prononcer ce nom. Et Jack Hughes, vous êtes mes héros cette semaine. Et sur cette note merveilleuse et positive, nous concluons et peut-être que c'est la bonne semaine. Sogand, peut-être que c'est la bonne semaine. J'espère que c'est la bonne semaine. Si la semaine prochaine, l'émission est à distance, vous saurez que c'était la bonne. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.